Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à tous et bienvenue dans les entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous rencontrons le Dr Pascal Gervase, auteur du livre La société du surpoids. Est-ce que nous sommes trop gros ? Quelles sont les conséquences de la malbouffe sur notre société ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors bonjour Dr Gervase, vous êtes chirurgien et spécialiste des maladies digestives et on vous remercie déjà d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre et pourquoi ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci Alexandra. L'idée d'écrire ce livre remonte à déjà une vingtaine d'années. À l'époque, je travaillais au HUG en tant que chirurgien digestif et nous avons vu apparaître des maladies nouvelles, des maladies métaboliques comme le NASH, donc l'hépatite non-alcoolique inflammatoire, qui était totalement inconnu à l'époque où j'ai fait mes études, à la fin des années 80. Et puis de façon en parallèle, nous nous sommes rendus compte que les patients que nous opérions étaient de plus en plus gros. Et que même ceux qui n'étaient pas obèses avaient des quantités importantes de graisse viscérale, donc dans l'abdomen, ce qui évidemment rendait notre travail de chirurgien plus compliqué, avec également des suites opératoires plus complexes. Et donc, devant l'émergence de ce qu'il faut bien appeler une épidémie, évidemment, je me suis interrogé pour connaître non pas les réponses et les solutions à ce problème, mais pour tenter d'en saisir les causes. Au fond, qu'est-ce qui fait que les gens sont de plus en plus gros ? Et comment expliquer ce phénomène planétaire qu'on a observé à partir de la fin du XXe siècle et qui prenait une ampleur inquiétante, puisque vous savez que depuis 2015 à peu près, l'espérance de vie, notamment aux États-Unis, a cessé de progresser. Et si on vit de moins en moins longtemps, et si notre génération et peut-être celle de nos enfants, sûrement celle de nos enfants, vivra moins longtemps que la génération de nos parents, c'est en grande partie à cause de l'obésité. Dans votre écrit, Dr Gervase, vous comparez l'épidémie de l'obésité à une urgence climatique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Personne n'a envie d'être gros. Personne ne souhaite prendre du poids. Et donc, lorsque l'on s'interroge sur les causes, on est bien obligé de se poser la question de savoir pourquoi, de façon plus ou moins synchrone, sur l'ensemble du globe, les gens ont commencé, à la fin du XXe siècle, à devenir obèses. Et le phénomène est tellement généralisé que l'hypothèse que je développe dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème de volonté individuelle, mais qu'il s'agit véritablement d'un problème d'environnement. Et en quelque sorte, l'environnement alimentaire moderne est devenu incompatible avec le maintien d'un poids normal. C'est l'hypothèse que je défends dans ce livre. En d'autres termes, il ne s'agit plus ici de faire appel à des motivations personnelles, mais vraiment de considérer le problème de façon globale. Il y a donc un réchauffement calorique, comme il y a un réchauffement climatique. Et le problème a pris une telle ampleur que j'utilise même le terme d'urgence métabolique. Quel type de maladie favoriserait l'obésité sur les personnes à mobilité réduite, disons en grande partie, à part les maladies métaboliques qui touchent tout le monde, à votre avis ? Alors, il est clair que pour les personnes qui sont handicapées, la question qui se pose est celle en fait de l'accès à la nourriture. Et ce qu'on constate au fond, c'est que l'industrie agroalimentaire travaille de façon extrêmement efficace pour rendre l'accès à la nourriture de plus en plus facile et de moins en moins coûteux. Donc par conséquent, les personnes handicapées ont les mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire qu'on a accès de façon, je dirais, exagérée à une quantité de calories de mauvaise qualité et à bas prix,
qui font que la prise de poids est inéluctable. Donc, en fait, nous sommes dans une situation où tous, nous sommes confrontés à une forme de handicap, c'est-à-dire que nous avons perdu notre indépendance par rapport à l'apport de nourriture et que nous sommes devenus dépendants d'une industrie qui n'a pas pour but de nous faire sentir mieux ou d'avoir pour but de nous faire de nous des êtres en bonne santé, mais qui a simplement pour but de faire des bénéfices. Au prix de notre santé, donc, hein. Et quel genre de maladie métabolique, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? La maladie qui inquiète actuellement le plus les pédiatres, par exemple, c'est le diabète. Ah, déjà chez les enfants. Donc. Déjà chez les enfants. Donc, il y a toujours eu une forme de diabète qui était celle de l'enfance, c'est le diabète de type 1 qui est caractérisé par l'absence de sécrétion d'insuline. Mais il y a toujours eu une autre forme de diabète, qui est le diabète de type 2, qu'on appelait le diabète de l'âge mûr, qui touchait auparavant les gens à partir de 60 ans, et qui était dû en fait à un épuisement du pancréas. Et ce diabète de type 2, qui est causé par la nourriture, qui est causé par l'alimentation et par l'excès de sucre dans l'alimentation, ce diabète de type 2, on l'a vu devenir de plus en plus précoce. Et aujourd'hui, il n'est pas rare d'observer l'apparition de diabète de type 2 chez des adolescents. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit, ça ne s'est jamais vu. La deuxième maladie qui est apparue et qui également nous indique que c'est l'environnement lui-même qui est devenu un facteur de maladie, c'est l'hépatite. L'hépatite liée là aussi à l'abus de sucre. Il faut savoir que le fructose a sur le foie les mêmes effets que l'alcool. L'hépatite... Le fameux NASH. Donc c'est l'hépatite B, c'est... La non-alcoolic steatohepatitis, c'est pas une hépatite virale, c'est une hépatite métabolique qui est due à l'accumulation dans le foie de lipides qui sont les produits de dégradation d'un sucre, un sucre qui pose problème aujourd'hui, qui est un des composants du sucre de table, qui est le fructose. Et le NASH est une maladie qui n'existait pas il y a 40 ans. Elle n'existait pas ou elle était peut-être mal décrite. Sa description date de 1999 exactement. Elle est devenue endémique. Elle se traduit au départ par ce qu'on appelle le foie gras, donc la stéatose. Elle se poursuit avec une inflammation du foie, donc une hépatite. Elle se termine par une fibrose et par une cirrhose. Exactement comme l'alcool. Et cette maladie qui n'existait pas il y a 40 ans est devenue aujourd'hui une des premières causes de cirrhose et une des premières causes de transplantation hépatique. Et c'est à l'apparition de ce genre de maladie, au fond, qu'on peut se rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de prise de poids. C'est pas seulement morphologique. Il y a véritablement un dérèglement qui s'est fait dans nos organismes, un dérèglement métabolique, et qui va avoir des conséquences, à mon avis, graves dans les années qui viennent. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que les Suisses sont gros? Ah, les Suisses sont gros, mais... Est-ce qu'ils sont obèses? Les Suisses sont obèses, mais il faut dire qu'on se défend peut-être mieux, en fait, que dans bien d'autres pays. L'épidémie d'obésité, elle est effectivement globale, c'est-à-dire que partout, les gens sont beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mais nous partions d'une population qui était relativement svelte, et donc aujourd'hui on estime que le pourcentage de gens qui sont obèses en Suisse est de l'ordre de 30%. Mon idée, c'est que si on veut être un petit peu précis, on distingue 3 catégories. Je considère la catégorie des gens qui ont un poids normal, un indice de masse corporelle entre 20 et 25. Par exemple, vous avez un indice de masse corporelle qui est normal, ou bien David aussi. Puis il y a les gens comme Alexandra et moi qui avons un indice de masse corporelle qui est trop élevé, qui est supérieur à 25 mais inférieur à 30. Cette catégorie intermédiaire, on l'appelle le surpoids. Médicalement. Et puis c'est au-dessus de 30 qu'on parle d'obésité. D'accord? Donc l'obésité, c'est vraiment les gens qu'on voit qui sont très gros. Ça se voit dans la rue, c'est ça aussi. Et donc, en Suisse, je dirais qu'on a à peu près 30% de gens qui ont un poids normal, 30% qui ont un surpoids et 30% qui sont obèses. Mais aux États-Unis, par exemple, vous avez un taux d'obésité qui est bien plus élevé, qui est de l'ordre de 50%.
Vous avez des pays, notamment des îles du Pacifique, où le taux d'obésité dépasse largement les 60%. Même chose pour la péninsule arabique. L'Amérique latine aussi a des taux d'obésité extrêmement élevés. Bref, on est arrivé à une espèce de situation qui est paradoxale, c'est-à-dire que la proportion de gens qui ont un poids normal, cette proportion devient de plus en plus faible, à tel point que les gens qui conservent un poids normal sont aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, une minorité. D'accord, merci. Sans parler des maladies cardiaques, donc à cause du cholestérol, des pathologies cardiaques à cause du taux d'obésité, médicalement parlant, qui peut provoquer des infarctus. Bien évidemment. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'obésité, en fait, une description, on va dire presque morphologique, c'est-à-dire c'est une taille, c'est un poids, on fait un rapport et on a une définition qui est basée sur la taille et le poids. Ça ne préjuge pas de la présence ou non de maladies associées. Vous avez beaucoup d'obèses qui sont en excellente santé, qui n'ont pas de cholestérol, qui n'ont pas d'hypertension, qui n'ont pas de diabète, qui n'ont pas de NASH et qui vivent en fait une vie métaboliquement harmonieuse. Et puis vous avez une décompensation qui se fait au fur et à mesure des années. Je pense que là on a le développement effectivement des maladies cardiovasculaires, du diabète et qui sont les causes finalement de décès de cette population. L'espérance de vie aujourd'hui dans certaines îles de Polynésie n'excède pas 60 ans. Et donc les gens meurent effectivement les gens sont obèses, mais ils décèdent de maladies cardiovasculaires à un âge très précoce. Et pensez-vous, Dr Gervase, que les pays pauvres sont exposés au même type de danger puisqu'ils ont moins de nourriture à disposition? Et si oui, si vous pensez ça, pourquoi? Ou si non? Alors, il faut distinguer certains pays dans lesquels le revenu est vraiment trop faible pour que l'industrie agroalimentaire s'y développe. C'est notamment les pays de l'Afrique subsaharienne. Et puis des pays en développement, des pays comme le Brésil, comme le Mexique. On a une classe moyenne qui est devenue importante, conséquente, et qui a accès à une nourriture industrielle exportée la plupart du temps depuis les États-Unis, et qui est une nourriture, il faut bien le préciser, qui est extrêmement bon marché. Et qui donc fait que même les pays en voie de développement n'échappent pas à cette épidémie. Au fond, notre planète est devenue, au moment de la globalisation, notre planète est devenue un village. Et sur cette planète, il est vraiment devenu très difficile d'échapper aux tentacules de ces multinationales. On a ici dans cette ville, par exemple, des sociétés dont le nom est familier. Cargill, par exemple. Tout le monde a entendu parler de Cargill. Mais qu'est-ce que fait Cargill? Peu de gens le savent. Cargill s'occupe de tout. Cargill, c'est la plus grande entreprise privée du monde. Elle appartient à une seule famille, domiciliée à Minneapolis. Et il s'occupe absolument de tout le processus de la fabrication de nourriture. Et ces sociétés ont étendu leurs tentacules dans le monde entier. Et personne aujourd'hui ne peut dire qu'il saurait y échapper. Ça fait froid dans le dos, tout ça. Donc vous n'excluez pas les pays pauvres de l'obésité, en fait. Les pays très pauvres, oui. Le seul pays qui résiste à l'épidémie, comme dans Obélix, c'est le Japon. Et quand on regarde les traditions culinaires japonaises... Vous en parlez dans votre ouvrage. J'en parle dans mon ouvrage parce que c'est un exemple extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont résisté. Ils ont résisté tout simplement en conservant, en défendant avec beaucoup d'obstination leur tradition culinaire. C'est-à-dire en essayant d'encourager une idée que la nourriture est une forme de culture. Et donc de dire aux gens, eh bien, quand vous mangez, ne mangez pas trop. Il y a une tradition qui s'appelle le Hara Hashibu qui dit il faut pas manger trop. Il faut s'arrêter de manger quand l'estomac est aux 2/3 plein. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est refuser le sucre. C'est le seul pays
où le sucre n'a pas réussi à imposer sa loi, parce que simplement c'est leur culture de ne pas manger de dessert. Le taux d'obésité au Japon est aujourd'hui de l'ordre de 3%, donc c'est 10 fois moins qu'en Suisse, c'est probablement 20 fois moins qu'aux États-Unis. Et les apports caloriques d'un Japonais moyen en 2024 sont à peu près identiques à ce que les Japonais mangeaient il y a 5 ans. Et donc, hormis le Japon, on va dire, qu'en dites-vous concernant les propos économiques de nos propres gouvernements occidentaux? Alors, il y aurait beaucoup à dire. Disons que... Parce que l'OMS n'encourage pas, bien entendu. Les enjeux sont énormes. Et en face de nous, on a affaire à des multinationales qui sont des véritables géants économiques, dont les puissances, on a parlé de Cargill, mais on pourrait parler de Nestlé, on pourrait parler de General Mills. Il y a une vingtaine, en fait, de sociétés multinationales qui contrôlent probablement 80% de la production, de la distribution, de la commercialisation de nourriture sur Terre. Est-ce qu'il y a de la part des gouvernements une véritable tentative pour combattre ces forces obscures? Pour l'instant, c'est le début. Mais les gouvernements, en particulier en Amérique latine, ils ont commencé à réagir, ils étaient contraints et forcés, ils ont vu apparaître des maladies. On estime, par exemple, au Mexique, qu'il y a 15% de diabétiques. On estime qu'un Mexicain sur 3 souffre de maladies métaboliques liées à l'obésité. Et donc, il y a des gens, des associations qui se sont créées de défense des consommateurs en disant « il faut faire attention ». Ce sont des gens intelligents qui essayent de trouver des solutions. Le moyen qui a été trouvé, qui est déjà en œuvre dans certains États mexicains, de créer des taxes sur la nourriture industrielle, sur les aliments ultra transformés, sur les boissons sucrées. Ils sont même allés plus loin en interdisant la vente de ces aliments aux mineurs. Et donc là, on a quelque chose qui est en train de se passer, qui rappelle la lutte contre le tabagisme, il y a une 40aine d'années, où on s'est dit, on pourra jamais supprimer ce genre de nourriture. Les gens en sont devenus beaucoup trop dépendants. Mais ce qu'il faut, c'est tenter d'en limiter l'accès. Ce qu'il faut, c'est tenter d'en décourager la consommation et il faut protéger les populations vulnérables, en particulier les enfants. Et donc, c'est très intéressant, c'est que les gens qui sont le plus efficaces aujourd'hui dans cette lutte contre la malbouffe, puisque c'est un terme qui est facile à comprendre et puis que tout le monde saisit très bien de quoi il s'agit, la lutte contre la malbouffe rappelle énormément ce qui a été fait il y a 40 ans dans la lutte contre le tabagisme. Le problème, c'est assez facile de faire comprendre aux gens que le tabac est une substance toxique et inutile. Par contre, avec la nourriture, vous avez un problème. Vous pouvez vivre sans fumer, mais vous pouvez pas vivre sans manger, ni sans boire. Et donc là, on a une difficulté supplémentaire. Je pense que ces taxes, quand même, vont progressivement amener une baisse de la consommation. Et dans mon livre, j'insiste beaucoup, au fond, sur les boissons. Je pense quand même qu'on a trop souvent considéré le problème de l'obésité sur le point de vue de la façon de manger. Et dans ce livre, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut aussi modifier notre façon de boire. Boire. On va trinquer à l'eau, comme vous dites dans la dernière fois. On va essayer. En dehors donc de l'effort personnel de chacun, qu'est-ce que vous proposez? Alors justement, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a eu des prises de position de l'OMS. Elles sont timides. Ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils se heurtent en fait à des intérêts commerciaux majeurs. Je rappelle que Nestlé, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires par année. Et vous imaginez bien que ce sont des sociétés qui sont contraintes à faire des profits. Et donc ces profits, ils se font actuellement aux dépens de la santé des gens. Est-ce qu'ils vont arriver à modifier leurs produits? La réponse est non. Ils ont déjà essayé. C'est impossible actuellement de fabriquer des céréales du petit déjeuner sans sucre qui plaisent aux enfants parce que, et là je pense qu'on va y venir, le sucre, comme l'alcool et comme le tabac, est une forme d'addiction. Et je consacre la première partie de ce livre à essayer de réfléchir et de résumer un petit peu la façon dont le sucre est devenu une partie si importante de notre régime alimentaire.
Vous en parlez dans votre ouvrage aussi, de plus en plus de journaux, stylistes, mannequins relèvent la tension qui positive l'obésité, surtout aux États-Unis. Donc où on voit une photo d'une dame assez imposante. Évidemment, vous n'allez pas nous cautionner ça. Pensez-vous que cela encourage la malbouffe et qu'il s'y cache des vampires économiques derrière ? Alors Alexandra, détrompez-vous. Vous faites allusion en fait à la photographie qui est parue il y a 2 ou 3 années d'une chanteuse et actrice de rap nommée Lizzo qui a fait la couverture de Vogue américain. Lizzo pèse 140 kilos. Et non seulement elle pèse 140 kilos, mais elle est fière de son corps. Elle considère au fond que être gros, c'est une forme de beauté. Elle a véritablement l'impression qu'elle développe une forme d'harmonie dans son obésité et elle va plus loin en disant même qu'elle a renoncé à maigrir, qu'elle est fière de son corps et qu'elle considère même que de nos jours, être gros, et je la cite, être gros, c'est normal. Donc, on a une espèce actuellement, de choses qui m'inquiètent énormément, sur les réseaux sociaux, une espèce de fossé qui s'est créé. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les tenants et ceux qui valorisent une forme extrême d'image corporelle qui repose sur une minceur extrême. C'est les images bien connues de ces mannequins et qui sont, je pense, dangereux évidemment, avec les risques d'anorexie. Et de l'autre côté, vous avez effectivement tout un mouvement qui s'est créé aux États-Unis, qui est un mouvement qui s'appelle le body positivisme. C'est-à-dire, mon corps, c'est à moi, j'en suis fier, et même si je suis trop gros ou trop grosse, je vais essayer d'être heureuse. Et ça, finalement, c'est pas une mauvaise idée, quelque part. Je veux dire, dans un sens, on pourrait se dire, si on a 15 kilos de trop et qu'il est évident qu'on les perdra jamais, mieux vaut tenter de rester en bonne santé psychique, arrêter de considérer qu'on doit absolument atteindre un poids idéal et avoir un corps parfait et en profiter néanmoins pour essayer d'être heureux avec soi-même, d'être en accord avec ses formes. Le problème, c'est que entre la maigreur extrême et l'obésité assumée, vous avez une jeunesse qui est sensible à ces messages et qui certainement se trouve en face de choix qui sont difficiles à faire et qui expliquent l'explosion, à mon avis, une des causes certainement de l'explosion des troubles alimentaires, avec l'anorexie d'un côté et la boulimie de l'autre. Vous parlez aussi justement, paradoxalement, de la grossophobie dans votre livre où vous comparez Barbie et les femmes au foyer américaines qui sont pas très contentes de la nouvelle poupée vendue, les jeux Mattel, je sais pas combien de... Les féministes ont toujours été très critiques par rapport à Barbie et puisqu'il y a un film qui est sorti récemment, c'est intéressant de constater que la prise de conscience que la maison Mattel, je crois, qui commercialise Barbie, a été l'objet déjà depuis une vingtaine d'années de critiques de la part des féministes américaines. Ces personnes disaient en gros, les mensurations de Barbie sont des mensurations qui ne sont pas réalistes, ce qui est juste. Mais surtout que ça crée chez les petites filles une idée, un idéal qu'elles seraient plus tard incapables d'atteindre et qui allait générer chez elles de l'anxiété, une forme de dégoût par rapport à leur propre corps. Et donc, ce que Mattel a fait, c'est qu'il a créé une Barbie obèse. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette Barbie obèse, je crois que son vrai nom, je crois, c'est Chubby Barbie. Donc c'est pas Barbie obèse, c'est Barbie un petit peu grassouillette, on va dire. Cette Barbie obèse a été donc, elle a un petit ventre, elle est un petit peu moins grande, elle est un petit peu plus large. Et la question, c'était de savoir, est-ce que cette Barbie obèse, cette Barbie en surpoids, allait avoir du succès dans le commerce? Et donc, ils ont fait, des psychologues californiens ont fait une étude et ils ont montré à des enfants, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, d'associer chaque Barbie avec des caractéristiques. Et on s'est rendu compte, au fond, que la Barbie obèse était toujours associée à des critères négatifs. C'est-à-dire que les enfants, dès l'âge de 3 ans, disaient « cette Barbie-là, elle n'a pas d'amis, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas jolie ». Et la conclusion de l'étude, c'était que la grossophobie survient dès l'âge de 3 ans
Donc c'est pas une construction mentale, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral à l'intérieur de nous, hein, c'est très important. Et que elle est même, cette grossophobie, plus développée chez les filles que chez les garçons. Donc il y a du travail, de façon très concrète, on a légiféré là-dessus, je ne sais pas si en Suisse c'est le cas, mais en France, la grossophobie est un délit, au même titre que l'homophobie ou la transphobie, que c'est un délit qui est puni de façon extrêmement sévère, hein, c'est 45 000 € d'amende, c'est jusqu'à 5 années de prison, mais en fait il y a très peu de plaintes. Et dans mon livre, ce que j'ai dit au fond, c'est bien de punir la grossophobie, mais au fond, est-ce que c'est bon signe pour une société? Et là, je vous laisse juge et je vous laisse vous-même trouver la réponse à cette question. Mais alors, comment vous expliquez, donc l'obésité est déjà une maladie en elle-même aux fortes implications sociales, donc avec des préjudices, des stéréotypes, etc. Et ça porte les personnes à une certaine stigmatisation ou à une discrimination sociale. Pour revenir à cette obésité ou au business de l'obésité avec la Barbie grosse ou la fameuse star, comment vous expliquez un peu ce paradoxe publicitaire de marketing? Est-ce que ça serait pour encourager justement à tout simplement à manger plus? Est-ce qu'il n'y aurait pas un accord? Alors, c'est sûr que plus les gens deviennent gros, plus ils ont tendance à projeter un idéal de minceur sur les personnes qui, par exemple, les gouvernent. C'est une contradiction, effectivement, vous avez raison, Alexandra. Si on regarde bien, par exemple, dans un pays comme les États-Unis où il y a 60% d'obèses, il n'y a jamais eu un seul président obèse, à part peut-être Trump. Ce qui est très intéressant, c'est que Trump ment sur sa taille et sur son poids pour ne pas atteindre le fameux indice de masse corporelle supérieur à 30. Il est, je crois, à 27, alors que clairement, il est au-dessus. Mais au fond, les gens ne choisissent jamais pour les diriger des gens obèses. Jamais. Et vous voyez, il y a très peu de présentateurs de télévision obèses. Vous avez très peu d'hommes politiques obèses, vous avez très peu de dirigeants d'entreprises obèses, même dans le privé, hein, quand il faut choisir quelqu'un pour diriger une boîte, on a tendance spontanément à penser que quelqu'un qui est trop gros est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Bon, Trump, c'était pas non plus les mesures idéales. Non, mais je veux dire, c'est une exception. Alors, on a des présentateurs, par exemple, du téléjournal, c'est très intéressant, c'est de plus en plus inclusif, hein. On a de plus en plus de femmes, c'est très bien, on a de plus en plus de gens de différents milieux sociaux. Mais moi, quand je verrai à 20h ou à 19h30 à la télévision un présentateur vraiment obèse, là, je dirais effectivement que cette stigmatisation, qui est inconsciente, a fini par s'effacer. Et on en est, à mon avis, très loin. Et pour revenir au sucre, qui est une addiction naturelle chez l'humain, comment le combattre en dehors des édulcorants qui apparemment nuisent également à la santé, hein, parce qu'il paraît que tout ce qui est édulcorant n'est pas très bon. Comment on peut combattre ça, à votre avis? Alors, il faudrait revenir 250 ans en arrière quand le sucre n'existait pas. Et ce qu'il faut déjà dire, et ce que j'ai appris moi-même, hein, au fond, c'est que le sucre, cet ingrédient tellement fréquent qu'on voit tous les jours autour de nous, ce sucre, c'était une substance qui était totalement inconnue dans notre pays il y a 220 ans. Hein, son apparition en Europe, c'est grosso modo avec le développement du commerce maritime avec les Caraïbes. La canne à sucre pousse très mal en Europe et donc il a fallu les colonies, hein, la Jamaïque, Haïti, pour que on fasse pousser de la canne à sucre et que le sucre arrive dans les assiettes des consommateurs de ce continent. En 1800, la quantité de sucre consommée en Europe était nulle. Et les gens s'en portaient très bien. Il a fallu juste un siècle, 100 ans. En 1900, la quantité de sucre consommée était de 45 kilos par personne et par habitant. Donc on a passé en 100 ans de 0 à 45 kilos. Le 19e siècle, ça a été le siècle évidemment du développement de l'industrialisation. C'est pas pour rien au fond que on voit que le sucre a bénéficié et de façon extraordinaire des progrès de l'agriculture et des progrès du transport. Mais nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Notre organisme n'a pas été fait pour consommer du sucre. Je dirais même au contraire. Tout a été fait dans notre métabolisme pour tirer le maximum d'énergie du minimum de calories. Et notamment pour subvenir, pour survivre à ces longues périodes de famine
qu'il y avait au temps paléolithique, notamment en hiver, où il y avait moins d'animaux à chasser, moins de fruits. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on observe actuellement une rupture d'équilibre entre deux systèmes. Le premier système, c'est notre machine cellulaire qui a été conçue pour des périodes de disette et qui n'a pas changé depuis des millions d'années. Nous métabolisons la nourriture exactement de la même façon que l'homme de Cro-Magnon. De l'autre côté, nous avons un système qui est le système de production des aliments. Et ce système de production des aliments, il s'est extraordinairement développé. Il s'est extraordinairement développé quantitativement, avec un nombre de calories aujourd'hui à disposition qui est faramineux. Vous savez que l'industrie produit aujourd'hui l'équivalent de 4000 calories par habitant de cette planète, et par jour et par année. On pourrait manger 2 fois plus que ce qu'on mange. Quantitativement et qualitativement, avec tout d'un coup l'apparition de cette substance qui est aussi toxique que l'alcool, à mon avis, et qui est le sucre, mais qui a longtemps été une substance relativement naturelle, puisqu'elle était issue de la culture de la canne à sucre ou de la betterave, mais qui depuis 1980, c'est pas par hasard que je donne toujours cette date de 1980, devenue une substance synthétique. C'est-à-dire que le sucre qui se trouve dans les aliments ultra transformés ne vient pas de la canne à sucre. Le sucre qui est présent dans ces aliments est en fait un sirop qui s'appelle le sirop de fructose et qui est synthétisé à partir du maïs. Du maïs génétiquement modifié par des bactéries génétiquement modifiées dans des usines aux États-Unis. Parce que les Américains avaient besoin de sucre après la guerre pour sucrer le Coca-Cola. C'est aussi simple que ça. Le Coca-Cola sans sucre, c'est salé et c'est amer. C'est salé parce que ça contient du bicarbonate de sodium. C'est amer à cause de certaines substances qu'ils mettent dedans. Donc la seule façon pour que ce breuvage soit commercialisable, c'est qu'il faut mettre dedans 100 grammes de sucre par litre. Sinon, c'est imbuvable. 100 grammes c'est 10%, on va dire. Mais c'est la même chose dans les thés froids, dans la plupart des boissons qui sont dans le commerce. 100 grammes de sucre par litre de Coca-Cola, ça pose un problème. C'est celui de l'approvisionnement en sucre. Et c'est pour ça que dans les années 40 et jusqu'à la révolution cubaine, Cuba était devenue une île qui n'avait qu'une seule fonction, c'est-à-dire la production de sucre pour l'industrie du soda américain. Et quand la révolution cubaine a eu lieu, la première chose qu'a fait Castro, c'est nationaliser les grandes entreprises américaines qui étaient responsables de produire 6 millions de tonnes de sucre par année pour le voisin américain. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme leçon? Il faut trouver un moyen de produire du sucre avec une plante qui pousse aux États-Unis. La plante qui poussait aux États-Unis et qui était capable de produire du sucre après modification synthétique, c'était le maïs. Et là, actuellement, le sucre que vous mangez ou que vous buvez quand vous buvez un coca ou que vous consommez du ketchup ou même des pizzas surgelées, c'est pas du sucre de canne ni du sucre de betterave. C'est un sirop de fructose qui a été fabriqué dans des entreprises, qui n'est jamais commercialisé dans les grandes surfaces, que vous ne voyez jamais, des fois même que vous ne sentez pas. C'est un sucre caché. Et donc, pour répondre à votre question, comment fait-on pour combattre une substance fantôme? On mange pas. Il faudrait arrêter de manger. Ou alors il faudrait consommer, comme nos grands-parents, quand ils étaient à la campagne, des aliments qui ne sont jamais entrés, au fond, dans ce cercle infernal de l'industrie alimentaire. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose de personnel sur ce chef-d'œuvre que vous avez écrit, donc La Société du surpoids? Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est très très important. Je suis pas toujours très optimiste parce que ce que je voulais dire, et c'est un peu la continuation, la prolongement d'une de vos questions, Alexandra, c'était que, au fond, est-ce qu'il y a vraiment en haut lieu, parmi nos autorités, un intérêt à lutter sérieusement contre l'obésité? Je me pose la question. Je me pose la question parce que là encore, les intérêts en jeu sont extrêmement élevés. Bon, l'industrie agroalimentaire, on en a parlé, mais on pourrait aussi parler de l'industrie pharmaceutique. Vous savez qu'il y a un nouveau médicament qui, au départ, était
conçu pour traiter le diabète, qui a montré une efficacité pour la perte de poids. Ce médicament, aujourd'hui, je donne pas son nom parce qu'il est devenu introuvable. La demande est tellement forte pour ces médicaments. Et le traitement est cher. La demande est tellement forte que même les laboratoires n'arrivent pas à fournir la population en quantité suffisante. C'était un coupe-faim. Non, c'était un antidiabétique. Bon, vous allez entendre parler prochainement. Mais ce médicament-là permet de perdre 15 ou 20 kilos. Les intérêts commerciaux sont énormes. Vous avez l'intérêt de l'industrie agroalimentaire, donc Big Food, comme on dit, l'industrie pharmaceutique, Big Pharma. Vous avez toute l'industrie des régimes, c'est 50 milliards par année, rien qu'aux États-Unis. Vous avez les médecins. Tout le développement, par exemple, de la chirurgie de l'obésité, c'est 1 million d'opérations par année. Au fond, pour beaucoup de gens, et c'est ça pour laquelle je crois que je voudrais terminer là-dessus, il faut bien vous rendre compte que l'obésité, c'est plus qu'une bonne affaire. C'est un Eldorado. Et que c'est en fait une maladie qui peut rapporter gros. Et le pays où il y a le taux le plus élevé au monde, c'est les États-Unis, donc. Alors si on regarde l'OCDE, oui, c'est le Mexique et les États-Unis. Ouais. On vous remercie, docteur Gervais. Excusez-moi, moi j'aurais une petite question. Est-ce que vous êtes en faveur des anneaux qu'on dit gastriques pour maigrir? Est-ce que vous êtes en faveur pour ça? Alors, j'aurais de la difficulté à vous dire non, parce que moi-même, j'en mets. Mais la chirurgie de l'obésité, il faut bien comprendre que ça s'adresse à des gens qui ont ce qu'on appelle une obésité morbide, qui ont un IMC, un indice de masse corporelle extrêmement élevé. Des gens qui ont un indice au-delà de 40, ou des gens qui ont une obésité très sévère avec des comorbidités. Donc la chirurgie, que ce soit les anneaux, la sleeve et le bypass, il y a un chapitre dans mon livre qui lui est consacré. Là encore, le développement de cette chirurgie a eu certains effets positifs. Pour d'autres patients, ça a été un échec, il faut aussi reconnaître. Mais là encore, le développement aussi soudain, aussi brutal et le succès de ce genre de chirurgie, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe et la plupart des gens sont bien conscients que si on veut faire quelque chose de cohérent, on est obligé de parler de prévention. C'est comme si vous me disiez que vous aviez inventé un médicament extraordinaire contre le cancer du poumon. Je vous dirais, bon, est-ce qu'on pourrait pas peut-être prendre un problème différemment et essayer de faire en sorte que les adolescents ne commencent pas à fumer à 15 ans. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager. Les entretiens de Synergie Mag.